merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons des élections locales au Togo, prévues pour le 30 juin prochain. La campagne électorale a démarré, voici 48 heures. Les candidats sont donc dans l'arène. Avec nous, pour débattre du sujet, Moïse Nyomfamani, du nouvel engagement togolais, Nestor Ariavé de la société civile et le coordonnateur du COSCREMA, de la coordination des organisations de la société civile, région maritime, et Kossi Mensam Prosper Onegou, candidat indépendant. Il est sur la liste Tous pour le développement de la commune de Baguida. Avant la pause, j'étais en train de vous lancer une patate chaude. Je commence avec vous, Moïse Nyomfam. Est-ce que vous allez pouvoir vous entendre dans les différentes communes quand on sait qu'un seul parti aura du mal à rafler tous les sièges dans une commune? Il y aura donc les verts, les rouges, les bleus, les jaunes, les noirs, peut-être les blancs. Vous connaissant au niveau des partis politiques, avec les positions qui sont généralement inconciliables, est-ce que ça ne va pas faire du désordre? Douche Einanda, comme disent les Allemands. Je ne crois pas, en tout cas pour ma part, qu'il y ait du désordre dans les communes dans lesquelles nous sommes actuellement. Nous avons présenté... Oui, mais parce que c'est une délégation spéciale. Non, je parle des communes sur lesquelles nous nous sommes positionnés. Nous avons eu 45 listes qui ont été validées sur les 60 que nous avons présentées. Et je crois que le premier travail à faire, c'est le respect que nous devons nous donner au cours de cette campagne. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il sera difficile qu'une seule liste puisse prendre la majorité dans une commune et puis avoir la mairie dirigée et tout ça. Donc, il faudra tenir compte des autres également. Et s'il faut tenir compte des autres, il ne faut pas attendre que nous soyons donc après les élections pour qu'on se dise maintenant, bon, venez, on va faire telle alliance ici et là. Non. Il faut qu'il y ait un respect pendant la campagne et il faut pouvoir lire aussi le programme ou le projet de société que proposent les autres candidats. Et c'est en cela que les alliances peuvent être possibles. Maintenant, les positions tranchées, oui. Et vous savez dans quel camp se trouvent les gens qui ont les positions tranchées. Ceux qui sont pour le tout et le rien. Le net n'a jamais été pour le tout ou rien. Nous avons toujours essayé d'accepter d'avoir des victoires d'étape. Voilà pourquoi, si vous voyez un peu comment les choses se sont passées, on peut reprocher à certains articles qui ont été amendés la dernière fois dans la Constitution togolaise, on peut avoir des choses à reprocher. Mais globalement, vous verrez que l'esprit dans lequel nous étions, celui de tout faire pour que nous ayons un mandat limité, celui de tout faire pour que nous ayons des élections à 2 tours et que nous ayons donc une recomposition de la Cour constitutionnelle, nous avons tout fait pour que cela soit effectif, pendant que des gens ont passé des années à refuser. Donc oui, il peut y avoir des clivages vraiment difficiles des situations qu'on ne pourra pas concilier, mais ce ne serait pas dans les communes où la population va voter pour le net, parce que nous saurons aller travailler avec tout le monde. Vous savez... Est-ce que vous pouvez travailler avec tout le monde quand je vous prends sur les mots, par exemple, où vous avez appelé les autres, vous pensez qu'ils sont les derniers de la classe, Non, nous n'avons pas dit que quelqu'un est dernier de la classe. Vous savez, nous sommes d'abord en période de campagne. Nous avons simplement dit, quand je prends par exemple, il y a plusieurs, 3 types de candidats que nous avons ou de candidatures que nous avons. Nous avons ceux qui ont dirigé et qui ont mal dirigé, qui reviennent pour dire nous sommes les plus beaux. Ils reviennent avec de très beaux engins, de très beaux véhicules. C'est eux qui ont les plus beaux t-shirts, c'est eux qui ont plus de motos devant leur convoi. Je dis simplement aux populations, quand vous les voyez, souriez un peu et puis dites-leur on vous a assez vu, ça c'est bon. Maintenant, vous avez l'autre type. La deuxième catégorie, c'est celle-là de ces personnes qui ont perdu, je dirais, un héritage et qui sont à la recherche de quoi survivre et qui se positionnent. Parfois, quand vous voyez même sur leur liste, vous vous demandez, mais attends, celui-ci, il cherche quoi encore sur cette liste-là? On aurait pu promouvoir des jeunes dans cette partie-là. Et c'est aujourd'hui, cette deuxième catégorie-là, c'est des frères qui étaient ensemble hier et qui se jettent des pics à tout moment. Je vous dis qu'actuellement, il sera plus facile au net, par exemple, de faire alliance avec certains partis avec la C14, du moins ce qui y reste, pour diriger, par exemple, une commune, ou bien faire alliance avec l'ANC, ou bien le CAR, etc., que de voir une alliance entre, l'ANC et puis la C14. Donc, ça veut dire que le net s'inscrit véritablement comme ce parti-là qui est capable de travailler avec les autres. Oui, nous pouvons même travailler avec des élus
nous pouvons mettre la troisième catégorie, je ne l'ai pas dit, ça c'est la catégorie de certains indépendants qui ont été préparés donc, par ceux qui ont fait échouer la gouvernance au niveau local. Et vous les voyez également, ils ont de très grosses caravanes également avec des t-shirts, etc. Quand vous voyez des candidats qui vous ressemblent comme moi, vous savez en même temps que c'est des gens qui vivent le quotidien avec vous. Justement, vous, par exemple, vous voulez parler des candidats maigrichons et puis... Oui, il y a tout ça là, peut-être qui intervient. Non, peut-être à moto. Non, plus sérieux. Alors, si vous êtes élu, est-ce que votre première priorité ne sera pas d'avoir de grosses voitures et d'avoir de beaux t-shirts? Non, du tout. Vous avez vu, même nous avons été élus aux législatives, mais nous sommes restés toujours très modestes parce que pour nous, les moyens que nous donne aujourd'hui cette capacité d'être au Parlement, c'est plutôt pour travailler pour les populations. Vous savez, nous avons investi des sous dans certaines activités pour aider des populations qu'on aurait pu garder et pouvoir circuler avec des t-shirts également, mais nous avons pensé qu'il était plutôt mieux. Nous avons aujourd'hui la possibilité de mobiliser des ressources à notre sein pour faire une grosse campagne, mais pour quelle fin? Est-ce que c'est simplement parce qu'il faut avoir une grosse caravane pour impressionner les gens quand on passe? Non. Pour nous, si aujourd'hui, dans les communes où nous sommes, il y a un besoin urgent d'aider les enfants qui vont commencer le CEPD à avoir de l'électricité un peu ou avoir quelque chose, nous préférons aller louer des groupes électrogènes, installer rapidement des lumières pour eux, que d'investir beaucoup d'argent dans de grosses caravanes. Oui. Monsieur Wodegou, j'interroge votre capacité à travailler avec les autres, à travailler ensemble. Oui, nous adhérons parfaitement à cette logique parce que nous sommes conscients que aucune liste ne peut rafler à elle seule toute la majorité. Il faut forcément faire des alliances. Et nous en sommes conscients et nous aviserons au temps opportun. Et il suffit de voir le programme de société des autres partis et voir ce qui se rapproche le plus de notre pays. Est-ce que vous, pour le moment, est-ce que vous les avez parcourus un peu? Est-ce que vous savez, vous connaissez, vous avez identifié ceux qui vous ressemblent un peu? Un peu, oui. Nous avons déjà fait des études sur le terrain. Et qui sont-ils? Non, c'est encore top secret. C'est encore top secret. Tu veux qu'on te dise? C'est encore top secret, on ne peut pas le dire. Et nous attendons tous la fin des élections, les résultats pour voir si ceux-là, ils passent comme nous. On est d'avis de nous allier avec eux pour pouvoir gouverner efficacement notre commune. Alors, Nestor? Oui. Il faut dire que c'est un défi. La question telle que posée, est-ce que vraiment les listes en compétition actuellement, lorsqu'elles seront, on aura dégagé les élus, est-ce que véritablement les différentes chapelles politiques ou candidats indépendants, est-ce qu'ils arriveront véritablement à s'entendre pour travailler au développement des communes dont ils auront la charge? Il faut dire que il y a un grand risque, vu aujourd'hui la façon dont il est très difficile aux acteurs politiques de s'entendre sur les questions d'intérêt national, vu qu'il y a ces tiraillements depuis des années et on n'en sort pas. On risque, si vraiment il n'y a pas une prise de conscience, on risque de transposer ces clivages, ces déchirements-là, on risque de les transposer au niveau communal. Et quand ça arrive comme ça, il faut savoir que la décentralisation aura signifié tout simplement le transfert des problèmes du niveau national au niveau local. Est-ce que ce risque n'est pas très grand? Ce risque est vraiment très grand. Maintenant, l'antidote, c'est que quand j'ai écouté les deux collègues, bon, eux, ils parlent pour leur liste ou bien pour leur parti. J'ai senti une sorte de réserve. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils savent des programmes des autres? Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. J'ai aussi écouté une émission récemment
le premier jour de la campagne, j'ai écouté une émission où la personne qui est venue disait clairement que elle ne veut pas dévoiler, disons, son plan. Le plan de développement tel que conçu par sa liste, on ne peut pas de peur de se voir copier par une liste, une liste adverse. Bon, on peut peut-être comprendre ça, mais le risque, c'est que les candidats en compétition ne se connaissant pas suffisamment, c'est seulement peut-être au niveau, quand ils seront élus, qu'ils vont essayer de chercher à se comprendre. Alors que s'ils se connaissaient suffisamment avant, par rapport à leurs programmes respectifs, ils pouvaient déjà réfléchir à des possibilités d'alliance pour pouvoir bien diriger les choses. Donc, je disais que cette façon de ne pas vouloir dévoiler maintenant les programmes, ça va être aussi préjudiciable aux populations, aux électeurs. Parce qu'en fait, les électeurs vont choisir les personnalités qui sollicitent leur suffrage en fonction de ce que ces candidats leur auront proposé comme contenu. Bon, mais si les candidats se méfient en se disant « Ah, si je dis ça maintenant, mon concurrent va me copier, il va faire... » Bon, donc, ce sont les électeurs qui, finalement, n'auront pas vraiment de la matière pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Et ça peut peut-être créer des problèmes après. Alors, je parlais d'antidote. L'antidote, c'est que, quel que soit le cas de figure, quelle que soit la coloration que prend le conseil municipal, si et seulement si les partis et les listes qui ont pu réussir à se faire élire, s'ils prennent la question du développement sous l'angle des droits humains, alors là, le problème sera réglé vraiment à 70 ou 80%. Parce que si, par exemple, UNIR, ANC, CAR, NET, et tout bon, je ne veux pas tous les citer, mais et les listes indépendantes, si ils se retrouvent dans un conseil municipal et qu'ils considèrent, qu'ils comprennent que faire une route à la population, c'est une question, c'est une façon de régler, de satisfaire un droit humain, le droit à avoir des infrastructures, qu'on appelle de développement. La route est une infrastructure de développement. Donc, s'entendre pour faire une route, ce n'est pas une question de chapelle politique. S'entendre pour créer un centre de santé, c'est satisfaire un droit à la santé, donner de l'énergie. Donc, quand ils prennent la chose sous l'angle des droits humains, alors là, les clivages, les querelles politiques n'auront pas vraiment beaucoup de place dans ce qu'ils vont faire au niveau du conseil municipal. Vous parlez de droits de l'homme, il y a un langage consacré en politique, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Oui, voilà. Aujourd'hui, même dans les pays européens, vraiment, au niveau, quand on parle de décentralisation et de développement local, les efforts sont en train d'être faits pour que véritablement on tienne compte de ce qu'il faut faire au niveau local. Et là, quand les questions d'intérêt national, etc., oui, mais quelle est leur déclinaison au niveau local? Oui. Donc, les préoccupations au niveau national, oui, on peut les avoir, mais il faudra vraiment les décliner, il faudra vraiment leur donner un contenu au niveau local, et c'est ça qui permet de rassembler ceux qui peuvent travailler à ce que ça soit fait. Donc, la question de l'angle, enfin, l'angle par rapport auquel on voit le développement local, si on voit ça sous l'angle sous le prisme des droits humains, ça permettra vraiment de rassembler autour du programme de développement. Et les intérêts, enfin, les points de vue ne seront pas trop divergents pour pouvoir régler ce problème. Du coup, cela me soulève une question par rapport à ce sur quoi on doit battre campagne lors des élections. Quel doit être le contenu? Parce que, pourquoi je pose la question? Quand vient l'élection présidentielle, tous les candidats promettent routes, santé, école, etc. Lors des élections législatives, en décembre au Togo, j'ai entendu des candidats aussi promettre monts et merveilles. Au niveau local, on promet les mêmes choses. Finalement, quelle est la différence entre ces élections? Sur quoi on doit battre campagne au niveau des élections locales ou municipales? Sur quoi on doit battre campagne? On doit simplement battre campagne sur ce que les populations vivent d'abord comme difficulté, ensuite ce que vous avez en tant qu'élus locaux
à faire, c'est déjà prévu. Quand vous prenez la loi sur la décentralisation, vous savez déjà à peu près ce que vous devez, quelles sont vos prérogatives. Ensuite, vous vivez dans une communauté que vous connaissez déjà. Enfin, vous êtes supposé connaître. Et donc, vous savez à peu près que voilà, le maire, c'est quelqu'un ou bien tout le conseil, on doit travailler pour qu'on puisse avoir les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires, avoir par exemple un cimetière, etc. Tout le monde sait que ça, on peut travailler à cela. Le plus important aujourd'hui, c'est d'abord, est-ce que ceux qui seront élus, si c'est des gens qui se chamaillent tout le temps, si c'est des gens que, par exemple, Monseigneur Koudjou a invité tout en excluant même certains, et qu'ils sont allés à la première réunion, ils se sont vus, à peine ils se sont salués. Deuxième réunion, pour faire le bilan, maintenant, se dit, bon, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, faites comme ça pour être unis. Les gens commencent par s'insulter eux-mêmes. Ça veut dire que la population doit savoir que si nous mettons ces types de personnes-là ensemble, dans une même municipalité, mais il y aura des problèmes, ils ne vont pas s'entendre. Mais il faudrait qu'on tienne compte des aspirations des populations, mais voir également le profil de ces candidats-là, pour ne pas dire de ces listes-là. Est-ce que c'est des gens quand même qui sont prêts à travailler avec les autres? Parce que quand vous... Je donne un exemple. Quand vous avez une liste dans laquelle les gens disent « nous, c'est nous ». Mais nous disons « non, nous, ce n'est pas nous, nous, c'est vous ». Nous, c'est la population, c'est nos frères et sœurs avec qui nous vivons tous les jours. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure que nous, quand nous allons arriver, nous allons tout faire pour que très rapidement on puisse mettre en place les PDC, le programme de développement communal. Et ça va se faire de manière vraiment participative et inclusive. Nous allons travailler avec tout le monde. Et j'ai dit aussi que ces différents plans-là ne vont être que... je dirais en miniature ce que le plan national de développement est en train de nous proposer. Et les insuffisances en matière de développement au niveau local que le plan national n'a pas pris en compte, nous essayons alors de les mettre en exergue. Et comme je l'ai dit, il est important de savoir deux choses. La première, c'est que les ressources pour bâtir nos communes, nous devons les mobiliser sur notre territoire communal d'abord. Ensuite, il y a de l'aide qui va venir de l'État. Et si vous voulez avoir également de l'aide de l'État, il y a la manière de faire ce plaidoyer-là envers l'État. Et en troisième partie, maintenant, il faut que nous puissions trouver des ressources aussi de l'extérieur, parce que nous avons de frères et sœurs qui sont peut-être à l'extérieur, qui ont des moyens de toucher des organismes, etc., même des organisations caritatives et tout, pour nous aider à ce que nous puissions prendre en compte certains sujets qui sont déjà brûlants, en attendant que les ressources soient assez suffisantes dans nos communes pour pouvoir y arriver. Nous avons, par exemple, lorsque vous allez à Lankouvi, par exemple, vous allez voir que vous avez un château d'eau là-bas. Mais combien de personnes, surtout nos frères et sœurs à Plaou, ceux qui ont toujours vécu là-bas, combien ont de l'eau dans leur maison actuellement? Ça, c'est des situations que nous devons prendre en compte. Vous allez à l'intérieur du pays, dans l'Ogou, vous allez voir un peu ce qui se passe. Nous avons des rivières où nous avons obligatoirement besoin de mettre des ponts pour que, effectivement, toute la production agricole puisse venir un peu vers les centres-villes. Et tout ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir mobiliser les ressources. Donc, je dis, lorsque vous dites que les gens ne peuvent pas travailler ensemble, vous pouvez parler d'autres personnes, mais pas nous. Nous, aujourd'hui, si nous sommes obligés, selon la situation qui va se présenter au soir donc, du 30 juin, de composer avec des élus locaux, de unir, par exemple, et que nous savons que c'est des gens en qui le développement tient aussi à cœur, nous allons essayer de trouver la passerelle qu'il faut pour travailler. Si c'est avec des gens de la C14, si c'est avec des gens de l'ANC, etc., nous le ferons avec grand plaisir. C'est pour ça que nous allons les respecter au cours de cette campagne-là, tout en disant quand même certaines vérités sur les échecs qu'ils ont eus. Nous allons quand même les respecter, de telle sorte que demain, nous puissions nous asseoir toujours comme des frères et sœurs et travailler pour nos communes. Alors, M. Onegou, en quoi votre liste est différente des autres dans votre circonscription électorale? Nous sommes de la circonscription et nous connaissons les problèmes liés les problèmes de la population. La dernière fois, nous étions au niveau de la plage. Vous voyez l'avancement de la mer sur le village, par exemple, de Tiobé, le village de Agbekopé. La population a besoin qu'on éloigne un peu cette mer. Et nous connaissons vraiment les difficultés que vivent la population. Ou bien nous avons les moyens pour arrêter la mer, ou bien nous mettons les moyens pour déplacer cette population.
Donc, pour nous, ce qui compte, c'est la population. C'est le mieux-être de la population qui compte pour nous. Si une alliance avec un parti qui se met dans la même ligne que nous sommes d'accord pour avancer ensemble. Donc, il n'est pas question pour nous de nous allier avec n'importe qui à n'importe quel prix, mais tout parti ou toute association qui voudra bien mettre au devant le mieux-être de la population à notre accord et notre parfait accord. Oui, mais vous dites que vous connaissez bien la localité. Je suppose que les autres listes aussi connaissent la population. Quelle est votre force? Quelle est la force de votre liste? Nous regrettons, vous savez, c'est des élections et il y a beaucoup de partis qui sont créés et des gens qui ne connaissent rien de cette population qui sont sur les listes. Nous avons vu les listes et il y a des gens qui ne connaissent absolument rien sur cette population. Nous avons ce privilège d'avoir des gens du milieu essentiellement et des gens indépendants pour pouvoir venir à l'aide à cette population qui a trop souffert. Ça veut dire que la population vous connaît, vous aussi? Tout à fait. Tout à fait. Et on est en parfaite symbiose avec cette population. Monsieur Nessora, je ne sais pas si vous avez eu le temps de parcourir les listes des différents partis. Est-ce qu'on a de la ressource humaine suffisante pour gérer convenablement nos communes? Est-ce qu'on peut prendre le risque d'analyser? J'avoue que franchement, je n'ai pas poussé l'analyse de ce côté-là pour voir les listes une à une, pour voir quelles sont les personnalités qui sont là-dessus et quelles sont leurs compétences. Franchement, je ne saurais. Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour pouvoir gérer les communes? Est-ce qu'il faut des formations requises? Ou quel genre de profil correspondrait, par exemple, à la gestion des collectivités? OK. Parce que je vois un peu sur les listes, un peu tout le monde, les coiffeurs. C'est normal, parce que c'est un peu tout le monde. Les comptables, les directeurs de société, tout le monde. Oui, mais c'est monsieur tout le monde là qui paye les taxes. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de compétences spécifiques? Non. Tout à fait. Ce qu'il faut, non, il faut qu'on se dise la vérité. Nous n'avons pas besoin d'avoir des experts. D'ailleurs, quand vous prenez ceux qui dirigent les communes actuellement, mais c'est des grands intellectuels, il y a des gens de très bon niveau et tout. S'ils ont échoué, ça veut dire que ce n'est pas forcément la qualité intellectuelle. Je ne dis pas qu'elle doit être négligée, mais ce n'est pas ça. S'ils ont échoué, c'est vous qui le dites. Attention, c'est le ministre de la décentralisation qui est leur premier patron qui a dit qu'ils ont échoué. C'est pas moi qui le dis. S'il a dit tous les objectifs n'ont pas été atteints, ça ne veut pas dire qu'ils ont échoué. Oui, mais s'il dit que les objectifs ne sont pas atteints et qu'il reconnaît le taux de pauvreté, de chômage, etc. dans notre pays, que lui-même, il lui est difficile de venir dans certaines communes, etc., de notre pays ou dans certaines localités, ça veut dire que le ministre sait que ça ne va pas. Mais je voudrais revenir à la question de compétence. Vous savez, ceux qu'on va élire le 30 juin ne sont pas ceux qui vont se mettre dans les bureaux, dans les communes pour travailler. Non, du tout. Vous avez à peine une personne ou deux d'un parti ou d'un autre qui vont être maire ou maire adjoint. Maintenant, la commune va recruter elle-même du personnel. Et c'est dans ce recrutement que nous devons faire attention pour pouvoir rassembler toutes les compétences qu'il faut pour que nous puissions développer nos communes. Et nous, je vous assure que nous avons déjà dressé un certain nombre de profils parce que depuis 3 ans, si j'ai bonne mémoire, nous avons demandé même à certains qui sont sur nos listes aujourd'hui d'aller souvent aux sessions budgétaires des communes qui en font pour voir à peu près comment les choses se font. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, nous allons recruter simplement des gens qui ont les qualités requises pour diriger ces communes-là. Et donc, le maire, en réalité, c'est comme un conseil d'administration. Il est le président du conseil d'administration. Il réunit son conseil. On dit, voilà, nous décidons de ceci parce que, eh bien, le secrétaire général de la commune et ses collaborateurs auraient fait des documents pour dire, nous voulons réaliser ceci, nous avons ceci en vue. Et on va l'étudier au niveau de ce conseil municipal-là pour dire, bon, ok, ça c'est bon. Les moyens pour pouvoir les réaliser, comment est-ce que nous les ferons? On voit tout ça là et on fait une délibération. Et à partir de là, nous avons les agents qui vont exécuter. Et ces agents, c'est des agents de qualité que nous allons former et recycler à chaque fois. Mais la question de la compétence, je pense qu'il va falloir qu'on essaie de creuser un tout petit peu. Les théories managériales nous disent que l'efficacité est le produit de 2 facteurs.
la motivation et la compétence. Oui. Pour être efficace, il faut d'abord être motivé et ensuite, il faut être compétent. Oui. La motivation, c'est quoi? Déjà, quand quelqu'un a envie de faire quelque chose, si la personne vraiment ne rêve que de ça, ça veut dire qu'elle est dans les prédispositions nécessaires pour pouvoir réussir. Au moins, déjà à 40-50%, quand il y a la motivation, la personne là peut réussir. Maintenant, la motivation ne suffit pas pour être efficace. Il faut ajouter la compétence. Et qu'est-ce que la compétence? La compétence, ce n'est pas forcément le diplôme. La compétence, ce n'est pas forcément les grandes études et autres. La compétence, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Alors, si quelqu'un a le savoir, par exemple, quand on prend la question des communes, le savoir ici, les généralités sur ce que c'est qu'une commune, etc., c'est bon. Mais le savoir dont on peut avoir besoin, c'est qu'est-ce que la personne connaît de cette commune. Quand on prend notre ami de Baguida, par exemple, qui est dans la commune de Baguida, c'est quoi? C'est Golf 4, ça, non? Non, c'est Golf 2, je crois. Non, c'est Golf 6. Golf 6, voilà. C'est Golf 6. Voilà. C'est un beau challenge, ça. On va s'y habituer. Okay. Hein. Alors, qu'est-ce que M. Onegou sait de Golf 6? En termes, quand on prend ce que dit la loi, à l'article 62 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, on dit que les communes doivent faire des travaux dans au moins 9 domaines. Développement local et aménagement du territoire, urbanisme et habitat, infrastructure, équipement, transport et voies de communication, énergie et hydraulique, assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement, commerce et artisanat, éducation et formation professionnelle, santé, population, action sociale et protection civile, et enfin, sport, loisirs, tourisme et action culturelle. Voilà les domaines, les 9 domaines où les communes doivent travailler, avec des compétences spécifiques qui sont réservées. La question est de savoir quels sont les savoirs, les personnes qui sont sur la liste, qu'est-ce qu'ils savent de la question de développement local et aménagement du territoire. Et quelles sont les motivations que les personnes qui sont sur la liste ont déjà par rapport à cette question. Ainsi de suite. De sorte que finalement, ce n'est pas les diplômes ronflants, les grands diplômes qui feront l'affaire, mais en réalité, c'est des trucs concrets, de façon très concrète. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Surtout le savoir-faire. Oui. Le savoir-faire, là... Ils doivent être de bons managers. Hein, voilà. Le savoir-faire. Comment réfléchir pour pouvoir régler des problèmes? Et des problèmes concrets, quand ils se posent. Et pas seulement régler des problèmes, mais il faut aussi anticiper. Bon, voilà. Le savoir-être. Quel est le métier, comment se comporter au sein de la population pour être d'un abord facile, pour que les gens, puisque en fait, le développement local, c'est ce travail-là qui se fait avec la participation des populations. Vous vivez parmi la population de la commune. Les gens doivent vous trouver... il faut que vous ayez de l'entre-gens, comme on le dit, facile à aborder. Hein, il faut qu'on puisse vous parler facilement. Alors, tout ça là, c'est ça qu'on peut mettre dans la cagnotte de la compétence. Et quand on ajoute de la motivation à ça, on peut avoir des personnalités capables vraiment de prendre en charge les problèmes d'une commune et même amener la commune à passer d'une étape A, caractérisée par le non-développement, à une étape B, qui serait peut-être caractérisé par une meilleure physionomie en termes de développement. Monsieur Onegou, est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous avez le savoir-faire, le savoir et le savoir-être sur votre liste tous ensemble pour le développement de la commune de Baguida, Golf 6? Oui. Vous savez, on dit souvent à l'impossible, mais c'est que nous avons la motivation. La première des choses, on est vraiment motivé. Et à quoi cela se fait voir? À la mobilisation des candidats qui sont sur la liste et à leur connaissance du terrain.
Bien. Et puis de deux, c'est des gens qui frôlent tous les domaines de la vie de la commune. Vous avez toutes les catégories d'agents socio-professionnels qui composent notre liste, et de manière que nous nous sentons à l'aise lorsque, au soir du 30 juin, la population veut bien nous confier cette gestion. Nous n'allons que dérouler le programme qui a été déjà conçu, parce que la motivation, le savoir-faire sont nos acquis. Yeah. Monsieur Nyonfam, je voudrais quand même qu'on parle des parents pauvres de ces élections locales au regard des listes que j'ai parcourues. Les femmes sont absentes. Où sont-elles passées, les femmes, sur vos listes? Non, je ne parle pas d'une aide particulière. Oui, non, je comprends. Vous savez, notre pays, comme certains de la sous-région d'ailleurs, ou en Afrique en général, connaît toujours ce problème-là de la capacité des femmes à accepter, à s'engager en politique. Les freins sont multiples. Nous-mêmes, les hommes, nous en sommes un des freins, parce que beaucoup d'hommes n'aiment pas voir leurs femmes s'engager. Quand vous voyez un peu même notre parcours, depuis les bancs, il est difficile, par exemple, que nous acceptions qu'une femme, par exemple, une fille, pardon, quand je parle de la classe, donc une fille soit majeure de classe, par exemple. Même si elle est très brillante, on est toujours complexé par rapport à ça. L'autre chose, c'est qu'on se dit, bon, si elle se lance dans la politique, c'est une... Vous savez, la politique est très difficile, vous vous engagez, il y a des gens qui se sont présentés sur les listes. Il a suffi qu'on voit un peu leurs photos. Les gens ont fait des commentaires désobligeants. Et puis ces personnes n'ont plus voulu continuer. On en a vu pendant les élections précédentes. Ça veut dire qu'il est difficile à la femme de supporter. Et puis il y a les barrières traditionnelles que nous connaissons. Il y a la religion, etc. Il y a les moyens également. Et il ne faut pas oublier que la femme, en tant que mère et éducatrice, à un moment donné se dit, si je m'y lance, je vais être obligée d'abandonner un peu la maison. Par contre, je peux vous assurer que toutes les listes ont fait les efforts en réalité pour pouvoir avoir des dames sur les listes, oui, et mieux les positionner aussi. En queue de liste Non. Vous verrez que ça s'améliore un peu de plus en plus. Sur les listes, vous allez voir que les femmes ne sont pas forcément mises en... Non, il y a des femmes qui n'étaient pas du tout très engagées, qui étaient de simples militantes ou sympathisantes, mais qui aujourd'hui se retrouvent quand même à des niveaux. Malheureusement, comme je le dis, le complexe que nous avons à laisser la femme passer devant, il est toujours là. Et il est difficile, par exemple, de voir dans un parti politique qu'un numéro 2 du parti ou numéro 3, c'est-à-dire premier vice-président ou bien soit une dame. Depuis un moment, il y a quand même des exemples qui pourraient être suivis. La coordinatrice de la C14, par exemple, a été une femme qui a été justement, pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que voilà aussi des choses qui font réfléchir les jeunes filles d'aujourd'hui. Vous savez, elles se disent, est-ce qu'elles vont être devant et des hommes sont derrière et dirigent tout, font ce qu'ils veulent, et puis quand ça se casse, ça va leur revenir à la figure, comme nous l'avons vécu à la C14, ou bien elles sont vraiment devant et c'est elles qui impriment la marque. Moi, je ne voudrais vraiment pas aller dans ce sens-là, parce que c'est des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour ce pays. Les Madame Adiamagbo, je les respecte beaucoup, je ne voudrais pas aller sur ce sujet. Mais de manière générale, reconnaissons que nous ne faisons pas assez, nous les hommes et nous les partis politiques, pour que les femmes soient au devant de la scène. Et ça, nous avons du travail à faire. Sur les listes. Oui, il n'y a pas assez de femmes, c'est vrai, c'est un constat. Comme a dit mon collègue, il va falloir toujours accentuer les démarches, les sensibilisations pour que lors des élections à venir, pour que nous ayons beaucoup de femmes. Pourquoi? On peut même penser à une législation où on aurait peut-être imposé, par exemple, 50-50. Ça a été fait, mais ça n'a pas marché. Ça a été fait, ça n'a pas marché. On a même baissé la caution pour les femmes et tout, mais ça n'a pas donné. Mais ça n'a pas marché. Ce sont les handicaps qui sont liés peut-être à la famille, peut-être à la culture et peut-être au mari. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est pas chose aisée. Quand vous êtes en réunion politique, avec une femme qui revient au-delà de 20h, 22h,
dit, mais ton affaire politique là va faire que les enfants ne vont plus manger bien à la maison, tout ça, vous savez, ça décourage un peu. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement la faute à la femme, mais c'est la faute à la société. C'est à la société de réfléchir à la chose pour voir comment on va faire pour que demain, il y ait plus de femmes qui s'intéressent à ces choses pour que les blocages soient levés, pour qu'elles puissent évoluer. Oui, moi j'aimerais peut-être titiller un peu mon ami Moïse pour lui demander, mais si vous avez dit que vous avez 45 listes de validées pour les locales prochaines, mais il y a combien de femmes tête de liste par exemple sur les 45? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais à Lomé par exemple, je peux dire qu'il y a une qui est tête de liste et c'est elle d'ailleurs qui a constitué sa liste. En fait, il y a eu cette liberté-là qui a été donnée. Par exemple, quand vous prenez la liste du Golfe 7, c'est moi qui ai travaillé sur cette liste avec la tête de liste. Malheureusement, il a été demandé à plusieurs dames qui ont, parmi les candidats, d'ailleurs les candidates aux législatives également, de constituer des listes. Mais comme nous le disons tout à l'heure, il y en a qui ont commencé et qui après sont revenus dire non, je ne peux pas continuer pour telle raison ou pour telle autre. C'est pour ça que je dis, nous n'avons pas fait assez d'efforts. Je voudrais profiter pour féliciter quelqu'un. C'est M. Adodo Johnson, le mari de Mme Adjamagbo, mais qui est un homme que j'admire. Je dois le dire parce que ce monsieur, vous le voyez annoncer tout ce que la dame doit faire et qui est vraiment derrière sa femme. Voilà comment nous, les hommes, nous devons nous comporter. Et aujourd'hui, nous fêtons les papas. Si nous voulons vraiment que nos enfants, que nos épouses nous aident à chaque année être fiers d'être papa, il faut que nous soyons derrière ces dames-là. C'est important. Je voudrais, pour boucler cette émission, qu'on parle aussi des possibilités de financement de nos communes, parce qu'il y a beaucoup de promesses qui se font. Mais si vous n'avez pas le nerf de la guerre, toutes ces promesses vont tomber à l'eau. Alors, n'est-ce pas arrivé? Où est-ce que les communes peuvent trouver les moyens pour gérer les collectivités locales? Quelles seront les sources de revenus possibles? Ok, ces sources de revenus sont au nombre de 3. Enfin, il y a 3 sources de revenus. D'abord, il y a les ressources propres de la commune. Ensuite, il y a les transferts provenant de l'État. Et puis, il y a les contributions apportées par les partenaires techniques et financiers, y compris les ressources provenant des jumelages, ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Bon, voilà les 3 grandes sources de financement. Bon, maintenant, si on rentre dans chacune de ces catégories-là, on va distinguer les taxes et puis les taxes. Non, il y a les taxes et les impôts, mais qui sont prévus au niveau national et perçus au niveau local. Et il y a les taxes non fiscales que chaque commune peut-être adopter. Par exemple, si dans une commune, il y a, disons, une carrière d'exploitation de sable ou de gravier, la commune peut adopter une taxe qui pourrait frapper cette activité-là. Donc, les taxes, suivant leurs différentes déclinaisons, constituent une grande source de financement des communes. Les taxes de marché, les taxes, bon, tout ça là. Bon, maintenant, au niveau, ce qui provient de l'État, puisque la loi dit que lorsqu'on parle de décentralisation, il s'agit de transfert de 2 choses. Il y a le transfert des compétences de l'État central vers les collectivités territoriales, mais en même temps, et de façon concomitante, il doit y avoir le transfert des ressources. Et donc, l'État doit transférer aux communes les ressources qu'il utilisait avant, dans les différents domaines que la loi de la décentralisation a prévu. Dans la législation 62, là, l'État doit transférer aux communes les ressources qu'il utilisait avant pour s'occuper des différents besoins relatifs à ces 9 domaines. Bon, maintenant, ça ne pourra pas vraiment suffire et c'est pourquoi il y a une 3e source que les communes doivent chercher, c'est-à-dire les communes peuvent demander l'appui financier, l'appui technique des bailleurs de fonds
Et les communes peuvent aller également chercher à coopérer avec d'autres communes existant hors du territoire national et ça pourra les aider à mobiliser les ressources pour pouvoir prendre en charge les actions de développement contenues dans leur plan de développement. Alors, Monsieur Onegou, que comptez-vous faire pour optimiser ces ressources nécessaires à l'implémentation des promesses que vous faites? Que pensons-nous faire? Nous savons, comme l'a dit M. Nestor, que les 3 sources sont à mettre en chose, comment dirais-je. Mais ces 3 sources sont théoriques, hein. Encore faut-il aller les chercher. Non, c'est des choses théoriques, mais c'est essentiellement sur ces 3 sources-là, ou bien dans ces 3 sources-là, que nous devons trouver les moyens pour faire fonctionner les communes. Et tout passe dans un premier temps au niveau local, tout passe par la sensibilisation, tout passe par l'explication. Si vous voulez une nouvelle route, si vous voulez une nouvelle école, si vous voulez ceci, il faudrait que vous participiez, que vous mettez la main à la poche. Ça, tout le monde le sait. Et de façon apaisée, de façon douce, il va falloir amener le citoyen à accepter que ceux-là, ils sont en train de travailler pour nous. Nous avons l'obligation aussi de les aider pour que le processus soit au point. Oui, mais donc, pourquoi au niveau local, hein, je parle des collectivités locales, il est très facile de payer les cotisations liées aux funérailles et autres. Et quand il s'agit de la mairie et de l'État, il y a beaucoup de réticences et des gens qui se déroulent. Est-ce qu'il ne faut pas s'inspirer de la pratique coutumière, de la gestion des funérailles pour développer vos localités? Oui, aucune initiative n'est à écarter. Nous aviserons à temps opportun pour voir ce qu'on peut faire, parce que nous ne pouvons pas nous isoler de notre culture. Et ce que le citoyen peut offrir, c'est ce qu'il a dans sa culture. Ce qu'il peut offrir le plus facilement, c'est ce qu'il retrouve dans sa culture. Lorsque on vous dira, vous avez tel problème et vous savez que dans notre milieu, c'est de cette façon que ça se fait. Maintenant que c'est une commune et une gestion décentralisée, ce que vous faisiez de façon traditionnelle, remettez cela au niveau de la commune. Je crois que ça ne posera pas trop de problèmes. Oui, à notre niveau, pour toutes les communes pour lesquelles nous sommes engagés, c'est d'abord faire un diagnostic des grands problèmes que nous avons en les classant par urgence et voir dans quelle mesure on peut prioriser donc les différents problèmes et imaginer toutes les solutions qu'il faut. J'ai déjà parlé du PDC, mais le PDC sera décliné donc en un budget annuel. Et dans ce budget annuel-là, on verra dans quelle mesure on peut prendre en compte de manière progressive les activités. En termes de ressources, M. Akiavé l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez la loi, vous verrez déjà ce qui est prévu en termes de domaine de compétences. Et la première source pour nous, c'est d'abord la fiscalité au niveau local. Il faut qu'on ait une fiscalité locale avec véritablement une culture de la fiscalité au niveau local qui soit partagée par tous, parce que les gens doivent comprendre que c'est à eux de financer les travaux, d'abord au premier niveau. Et donc nous allons essayer, lorsque nous prenons par exemple le marché d'Adido Gomé que nous avons par exemple, ou bien les autres marchés que nous avons dans les communes où nous sommes engagés, c'est de voir dans quelle mesure on peut ensemble avec ces personnes-là évaluer un peu ce qui était déjà payé, combien cela pèse sur eux, et quels sont les problèmes qui sont les plus urgents à régler dans ce marché-là pour que les bonnes dames soient plus à l'aise et faire ce commerce-là et payer leurs taxes. Nous prenons par exemple tous les hôtels, etc. que nous avons sur nos territoires communaux. Il faut qu'on travaille avec eux pour voir un peu les nuitées, comment ça se passe, et voir dans quelle mesure nous pouvons leur assurer aussi une certaine sécurité, quelle est l'attractivité qu'il faut apporter. Peut-être que c'est la route qui passe devant l'hôtel qui n'est pas bonne et qui fait que l'hôtel n'arrive pas à engranger les ressources qu'il faut. Comment est-ce que nous pouvons aider à tout cela? D'autre part, nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont implantées dans plusieurs communes, dont ma commune par exemple. Non seulement nous avons le problème de nuisance sonore qu'il faut régler, et donc, nous allons travailler avec ces différents pasteurs, ces communautés religieuses-là, à pouvoir calmer cela. Mais nous avons également des communautés religieuses qui font beaucoup.
Vous prenez par exemple l'église catholique. Quand vous prenez la grande paroisse à Didogomé, elle a 27-28 stations secondaires. Et vous allez voir dans presque toutes les stations secondaires à la grande paroisse, il y a au moins une école catholique. Vous connaissez un peu le problème que l'école catholique a en ce moment. Pour nous, nous ne sommes pas capables, en tout cas, les mairies ne seront pas capables de payer les salaires ou tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources, d'autres dépenses que la mairie peut aider en prenant en charge à partir des parents que nous avons, de telle sorte qu'on puisse alléger un peu les choses. Ça, c'est la mobilisation au niveau de la localité. Ensuite, maintenant, je l'avais dit tout à l'heure, dans les réflexions, l'État a déjà prévu, rapidement, l'État a déjà prévu ce qu'il faut comme taux, les ristournes accordés et tout ça. Nous disons qu'il faudra évaluer toutes ces ristournes-là parce que justement, toutes les communes n'ont pas les mêmes capacités d'hôtels, n'ont pas des industries, n'ont pas etc. Donc, il faut évaluer tout ça de telle sorte que peut-être qu'il va falloir de manière discriminatoire mais positivement apporter plus d'aide en termes de ristournes à certaines communes en attendant qu'elles n'aient les ressources nécessaires. Et maintenant, bien évidemment, il faudra faire les jumelages, il faudra avoir recours à la diaspora. Beaucoup de nos frères qui sont dans la diaspora viennent construire à Lomé, dans toutes les autres communes de l'intérieur. Comment est-ce que nous devons faire pour que quand eux aussi reviennent, peut-être même avec des amis ou je ne sais pas, qu'ils aient accès facile à leur domicile? C'est ensemble que nous le ferons. Et il ne faut pas oublier, pour certains travaux, nous allons être obligés de travailler ensemble avec les communes voisines, d'accord? De telle sorte que si c'est la route, si c'est le cimetière, si c'est telle infrastructure qui peut profiter à l'ensemble, nous allons alors faire un co-budget par rapport à ces travaux-là et nous allons les réaliser pour le bien-être de nous tous. Merci. Merci Moïse Union Femme. L'instant, on va leur souhaiter bonne chance à nos candidats. Mais vraiment, on va leur souhaiter très bonne chance. Et on va le dire aussi aux populations de vraiment faire un effort pour que les choix qui seront faits soient des choix éclairés. Pour que les personnalités qui vont se retrouver au niveau des municipalités soient véritablement des personnalités qui sont motivées, qui ont le savoir-faire et le savoir-être, afin de pouvoir vraiment prendre en main de façon sérieuse les préoccupations les concernant. Merci. Merci, Monsieur Wanegou, d'être passé et bon retour chez vous à Bagueda. Merci. Merci beaucoup. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition.